S'il y a bien une carte qui donne du fil à retordre aux amateurs de tarot, c'est la roue de fortune. On a beau l'observer, la tourner dans tous les sens, elle semble toujours nous échapper. Et c'est peut-être l'ironie du message qu'elle cherche à nous transmettre. La roue de fortune apparaît souvent lorsque nous traversons un moment où tout ne dépend plus de notre seule volonté. Quelque chose est en train de bouger, un cycle se termine, un autre commence, et nous ne maîtrisons pas entièrement la direction que prennent les événements. Alors, comment interpréter une carte qui nous rappelle justement les limites de notre contrôle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en comparant la roue de fortune du tarot de Marseille et celle du Rider-Waite-Smith, qui sont pour le coup assez différentes. Commençons par un aperçu historique en nous aidant, comme d'habitude, de Histoire du tarot d'Isabelle Nadolny. La roue de fortune occupe presque toujours la 10e place dans la série des atouts du tarot. Cette stabilité montre que son importance est reconnue très tôt dans l'histoire du tarot. Son nom est lui-même chargé de sens. Le mot roue vient du latin rota. Quant à fortune, il dérive du latin fortuna, qui signifie le sort, le hasard, la chance, mais aussi la malchance. En français, le mot apparaît au XIIe siècle pour désigner la puissance de la déesse Fortune, cette divinité antique censée distribuer bonheur et malheur sans logique apparente. L'image de la roue de fortune connaît un immense succès au Moyen Âge. On associe alors la roue du destin à une figure féminine qui la met en mouvement, donnant naissance à cette célèbre allégorie. La plus ancienne représentation connue apparaît à la fin du XIe siècle dans un manuscrit réunissant plusieurs traités, notamment ceux du philosophe Boès. On y voit 4 personnages emportés par la roue qui tourne, accompagnés d'une inscription devenue célèbre: Regnabo, Regno, Regnavi, Sum sine Regno. Je régnerai, je règne, j'ai régné, je n'ai plus de royaume. Toute la condition humaine est résumée en 4 étapes: l'ascension, le pouvoir, le déclin et la chute. On peut remonter encore plus loin. Dès l'Antiquité grecque, le poète Anacréon compare déjà la vie humaine à une roue qui tourne sans cesse. On peut également penser aux roués des parcs, ces divinités qui filent puis coupent le fil de la vie. Dans tous les cas, la roue devient le symbole des cycles de l'existence et de l'impermanence de toute chose. La déesse romaine Fortuna, assimilée à la Tyché grecque, finit par incarner le hasard et les retournements du destin. Grâce notamment à Boès, encore lui, cette figure est intégrée à la pensée chrétienne. Fortune en vient à représenter simplement le monde terrestre où les puissants s'élèvent puis tombent, où la gloire et la richesse ne sont jamais acquises. Je pense que nombre de nos dirigeants devraient méditer sur cette carte. C'est probablement cette vision que reprend le tarot. Les premiers jeux représentent encore une femme, souvent aveugle, faisant tourner la roue. Puis cette femme disparaît progressivement. Les personnages humains deviennent d'abord des êtres hybrides dotés d'attributs animaux, avant d'être remplacés par des chiens, des singes ou des lapins. Ces animaux constituent une véritable satire de la condition humaine. Ils représentent celui qui croit être arrivé au sommet grâce à sa seule intelligence ou à son seul mérite, alors qu'il est en réalité emporté par une roue qu'il ne contrôle pas. J'aimerais d'ailleurs insister sur cette vision de la roue de fortune, car aujourd'hui, nous avons tendance à l'associer spontanément à la chance, à une opportunité ou à un coup de pouce du destin. Pourtant, les auteurs médiévaux et les premiers commentateurs du tarot y voyaient presque l'inverse. Pour eux, cette carte invitait avant tout à méditer sur l'instabilité de la condition humaine. Elle rappelait que toute réussite est provisoire, que tout pouvoir peut disparaître et que personne ne demeure éternellement au sommet de la roue. Cette idée est magnifiquement exprimée dans les Carmina Burana au XIIIe siècle avec le célèbre O Fortuna, rendu célèbre bien plus tard par Karl Orff. Fortune y est décrite comme une roue tournante qui élève puis abaisse les hommes au gré de ses caprices. La puissance comme la misère sont vouées à disparaître. Rien n'est définitif.
Ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle et surtout au cours du XXe siècle que les interprétations divinatoires deviennent progressivement plus optimistes. Là où Cour de Gébelin voyait encore une satire des hommes élevés puis précipités par la fortune, des auteurs comme Étéia, Papus, Oswald Wirth ou Paul Marteau mettent davantage l'accent sur les opportunités, les changements favorables, l'évolution des cycles ou les circonstances heureuses. La carte ne cesse pas de parler de mouvement, mais ce mouvement devient de plus en plus perçu comme une promesse d'évolution plutôt que comme un avertissement contre l'illusion de la maîtrise. Je dois avouer que personnellement, je me méfie quand même quand cette carte sort dans un tirage et que je n'y vois pas forcément un changement pour le meilleur. On risque en effet de laisser des plumes dans ce tour de roue. Allez, allons voir comment se présente cette carte dans le tarot de Marseille version Camoin-Jodorowsky. Au centre de la carte se dresse une grande roue de bois fixée sur 2 pieds. Elle repose sur une étendue d'eau calme, simplement animée par quelques vaguelettes. Le décor est composé d'un fond blanc qui concentre toute notre attention sur la roue et les personnages dessus. Sur le côté droit de la roue apparaît une manivelle. Elle semble actionner le mécanisme, mais son extrémité disparaît hors du cadre de la carte. Nous voyons donc que la roue tourne sans jamais voir qui la met réellement en mouvement. Au sommet trône un sphinx couronné. Il tient une épée dressée dans une main. Son visage est humain, mais son corps est celui d'un animal, une sorte de manteau ou de cape. Évoque des ailes, tandis qu'une petite barbe accentue son caractère énigmatique. Stable, immobile, il semble avoir atteint le point culminant de la roue. À gauche, une créature descend. Son visage ressemble à celui d'un humain qui se rapprocherait fortement d'un singe, mais son corps est hybride. Elle porte, cette créature, une courte tunique colorée et possède une longue queue qui, moi personnellement, ne me fait pas penser du tout à une queue de singe, mais plutôt à une queue d'âne, peut-être. Comme souvent dans le tarot de Marseille, de toute façon, les frontières entre les espèces sont volontairement brouillées. À droite, une autre créature est en train de monter. Sa tête évoque un lapin et ses longues oreilles sont maintenues vers l'arrière par un bandeau, une sorte de bandeau. Et son corps est lui aussi assez composite, des vêtements colorés, une longue queue, encore une fois qui ne correspond pas pour moi à celle d'un lapin du tout, des membres terminés par des griffes. Là encore, il ne s'agit pas d'un animal identifiable, plutôt d'un être hybride. La composition finalement est d'une grande simplicité, une roue, 3 créatures et une manivelle actionnée par un personnage invisible. À présent, je vais confronter 3 lectures de cette carte, celle de Chris Hadar, celle d'Alejandro Jodorowsky et Marianne Costa dans La Voix du Tarot, et celle de Yoav Bendov. Et je vais essayer d'en tirer pour vous l'essentiel. Alors on va commencer par quelque chose d'assez évident, c'est une roue, et une roue, ça tourne, elle monte, elle descend, et elle revient à son point de départ. C'est ce qui donne à la carte, sa signification cyclique. Yoav Bendov, dans The Marseille Tarot Revealed, nous rappelle que la roue est depuis très longtemps un symbole des hauts et des bas de l'existence. Les représentations médiévales de la fortune montrent 4 personnages que j'ai déjà mentionnés en faisant le petit exposé historique dans la première partie. Celui qui monte et qui dit « je régnerai », celui qui est au sommet et qui dit « je règne », celui qui descend et qui constate « j'ai régné », et enfin celui qui est écrasé sous la roue, qui n'est pas représenté ici, et qui dit « je n'ai pas de règne ». Autrement dit, ce qui paraît définitif ne l'est jamais. Et oui, celui qui monte redescendra et celui qui est au plus bas pourra remonter. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À ce propos, Yoav Bendov apporte une distinction entre fortune et destin. Et je trouve que c'est une distinction qui est très intéressante. Il nous dit que le destin suppose une direction déterminée à l'avance. Quant à la fortune, elle est plutôt capricieuse et dépend de circonstances que nous ne contrôlons pas nécessairement.
Et c'est cette conception de la fortune que Bendorf rapproche également de la pensée de la Renaissance, où la fortuna était opposée à la virtu, c'est-à-dire au mérite, à la capacité personnelle à agir sur son existence. La question qui est donc soulevée ici est la suivante. Jusqu'à quel point sommes-nous réellement maîtres de notre vie? Alors regardons la carte pour essayer de trouver une réponse à cette question. Il y a une chose quand même très étrange sur cette roue, c'est qu'il y a une manivelle, mais personne ne la tourne, en tout cas de visible sur la carte. Donc dans les anciennes représentations de Fortuna, la déesse pouvait être représentée en train d'actionner elle-même la roue. Ici, dans le tarot de Marseille, il n'y a personne, ou alors on ne voit pas qui actionne, puisque comme je vous l'ai dit, la manivelle sort un peu de la carte. En fait, la roue semble tourner toute seule. Pour Bendorf, cela peut signifier que le consultant est soumis à des forces extérieures qu'il ne maîtrise pas. Pour Jodorowsky, cette manivelle invisible représente plutôt la force qui devra mettre en mouvement le prochain cycle. Et oui, rappelons-nous que la roue de fortune est l'arcane 10, c'est-à-dire 1 plus 0, et qu'elle clôt le premier cycle décimal et que le prochain redémarre avec l'arcane 11, du moins dans le système Marseille, la force. Donc évidemment, cette thèse s'écroule si on utilise le Rider-Waite-Smith que nous verrons tout à l'heure. Donc l'impulsion dont parle Jodorowsky est donc la force qui vient après. Chez Chris Hadar, la question se déplace. Ce qui compte n'est pas tellement de savoir qui tourne la roue que de comprendre ce que nous faisons des événements qu'elle provoque. En effet, pour lui, le destin n'est pas une excuse pour devenir victime. Hadar croit au libre arbitre. Les événements que nous appelons hasard, chance ou malchance sont aussi liés à la manière dont nous avons assimilé les enseignements des 9 premiers arcanes. Donc c'est intéressant de voir qu'un tarologue croit au libre arbitre. C'est intéressant, moi ça me plaît évidemment beaucoup, plus que d'être cartomancien et de prédire un avenir gravé dans le marbre. Donc nous avons 3 façons de regarder cette manivelle invisible. Est-ce une force extérieure? Est-ce une énergie créatrice? Ou bien un mécanisme dont notre propre conscience doit apprendre à comprendre les effets? Et puis regardez sur quoi repose cette roue. Cette structure curieuse semble flotter sur l'eau, on ne sait pas trop comment, parce qu'elle est loin d'être stable. Alors Jodorowsky y voit une réalité qui, sous une apparence solide, est en perpétuel mouvement. Le monde paraît stable, mais il ne l'est pas, tout change tout le temps. Et Bendorf remarque lui aussi plusieurs détails qui rendent la structure beaucoup moins rassurante qu'elle en a l'air. Regardez ici, l'axe arrière de la roue, il est incomplet et donc la roue finalement manque s'écrouler à tout moment. Il n'y a pas d'essieu, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui sort de l'autre côté. Donc pour lui, cela peut être un avertissement très concret. Il ne faut rien considérer comme définitivement acquis. Et il donne l'exemple assez parlant d'un système bureaucratique. Une administration peut sembler fonctionner selon des règles parfaitement établies, avec des rouages massifs qui paraissent impossibles à arrêter. Et puis, une exception survient, une condition change, quelque chose ne correspond plus aux règles prévues et tout le mécanisme peut se retrouver paralysé. La roue de fortune nous rappelle donc que même les systèmes qui paraissent les plus solides peuvent être déstabilisés par un changement imprévu. Cette idée nous ramène aux 3 créatures accrochées à la roue, parce qu'elles aussi sont soumises à ce mouvement. Alors, commençons par celui qui descend. Alors, pour Jodorowsky, cet animal qui est couleur chair représente l'incarnation et la matière. Il est peu vêtu et représenterait cette dimension de l'être qui est tournée vers le monde matériel. Chris Hadar, lui, voit dans cette créature un singe à figure humaine qui représente les instincts qui tendent à animaliser l'être humain. Je vais rapprocher un petit peu la carte pour que vous voyez effectivement la figure
de ce singe, enfin de cette créature qui est très humaine, comme l'est aussi celle du sphinx, et peut-être un petit peu moins celle de cette espèce de lapin à côté. Donc le rouge domine son vêtement, c'est la couleur des passions et des sens, et l'être humain peut donc se laisser entraîner par ses pulsions et perdre ce qui fait sa dimension consciente. Chez Chrysadar, le mouvement descendant revêt une dimension morale. Lorsque l'animal domine la conscience, l'être humain involue au lieu d'évoluer. Pour Bendov, le personnage descendant peut être vu comme un vieux singe ridé, figure de la grandeur passée et de la vanité, quelqu'un qui aurait connu son heure de gloire mais dont le temps est révolu. Cette interprétation est très intéressante parce qu'elle rejoint la vieille iconographie de la roue de fortune, le pouvoir que l'on croyait définitif et qui ne l'est jamais. Nous avons donc déjà 3 lectures différentes de ce même personnage ici. Pour Jodorowsky, la matière, pour Chrysadar, l'instinct qui animalise l'homme, et pour Bendov, la grandeur passée qui est en train de disparaître. De l'autre côté, une autre créature est en train de monter. Instinctivement, on pourrait se dire que c'est le personnage positif de la carte. Il monte, donc il progresse. Mais aucun des 3 auteurs ne nous permet d'affirmer cela avec autant de facilité. Chez Jodorowsky, cet animal représente l'intellect parce que d'abord il est jaune, couleur de la conscience, et son vêtement couvre essentiellement la partie supérieure de son corps. Donc il a de grandes oreilles comme on l'a vu, mais elles sont entourées d'un bandeau qui semble les boucher. Et alors Jodorowsky donne une image assez sévère de l'intelligence qui chercherait à s'élever, donc à monter ici, mais qui va tourner en rond parce qu'elle ne sait tout simplement pas écouter. Chrysadar, lui, voit dans ce personnage un chien, figurez-vous, un animal domestique et fidèle, qui va pouvoir représenter alors les instincts qui peuvent être maîtrisés et mis au service de l'évolution. Alors le singe et le chien deviennent 2 directions possibles de l'animalité humaine, l'une qui nous tire vers la bestialité et l'autre qui nous conduit vers la fidélité et la maîtrise des instincts. Et Yoav Bendov propose encore une autre lecture. Cet animal, pour lui, peut être un âne, représentant une ambition opportuniste. Il monte, certes, mais monter ne signifie pas nécessairement évoluer. Alors attention, là, la carte commence à nous jouer un petit tour. Nous arrivons donc au sommet de la roue, mais est-ce vraiment l'endroit où il faut être ? Alors au sommet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce sphinx qui est couronné et armé d'une épée et apparemment installé au point culminant de la roue. Alors dans notre imaginaire, le sommet représente généralement la réussite. On monte, on réussit, on arrive en haut et ensuite, idéalement, on reste en haut. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Mais la roue de fortune nous dit exactement l'inverse. Pour Bendov, la position du sphinx est extrêmement instable. Il est assis au sommet, mais rien ne garantit qu'il puisse y rester. Bendov propose l'interprétation suivante. Peut-être que le sphinx n'est pas simplement assis là en attendant sa propre chute, mais peut-être qu'il attend celui qui arrivera au sommet pour le faire tomber. Son épée devient alors une menace pour celui qui croit avoir atteint une position définitive. Le sommet devient donc dangereux précisément parce qu'on pourrait croire qu'il est définitif. Chez Chrysadar, le sphinx prend une dimension beaucoup plus initiatique. Il va être le gardien du seuil. C'est-à-dire qu'il va garder la clé qui permet d'accéder à un niveau supérieur de conscience. Et Chrysadar établit même tout un réseau de correspondance avec les autres arcanes qui l'ont précédé. L'épée qui va renvoyer à la justice, la couronne à 5 pointes qui renvoie au pape, l'énigme que vous savez que le sphinx en fait il propose une énigme à ceux qui passent devant lui, notamment Oedipe, donc celui qui a 3 pattes le matin, 2 pattes à midi et 4 pattes le soir, qui a 4 pattes le matin, je vais y arriver,
2 à midi et 3 le soir. Et donc, son énigme rappelle les 3 grandes étapes de l'existence humaine. L'enfant, qui est associé au battleur, c'est lui qui a 4 pattes. L'adulte associé au chariot, puis le vieillard associé à l'ermite. Alors, son corps lui-même traduit ou réunit plutôt les 4 figures du monde animal et spirituel. Alors, on a l'ange ou l'homme pour la tête, l'aigle avec les ailes, le lion avec la queue et le corps, ça va être le taureau ou le bœuf pour certains. Donc ces 4 figures représentent des qualités nécessaires à l'évolution, l'objectivité pour l'homme, l'élévation de l'esprit et du cœur avec l'aigle, le courage moral avec le lion et la concentration et la volonté avec le taureau. Mais chacune de ces qualités peut aussi devenir un instinct déformé, ce qui rendrait l'objectivité serait transformée en partialité, l'élévation de l'esprit en rapacité, le courage en férocité et finalement la volonté en obstination aveugle. Donc le sphinx est celui qui exige de l'être humain qu'il transforme ses instincts en qualités conscientes. On remarquera que ces 4 qualités seront représentées séparément dans la carte du monde. On aura le bœuf, le taureau, le lion, l'homme ou ange et l'aigle aux 4 coins de la carte. Et également dès l'arcane de la roue de fortune dans le Rider-Waite-Smith qu'on examinera ensuite. Alors Jodorowsky, lui, va encore ailleurs. Pour lui, le sphinx représente la vie émotionnelle. Pourquoi? Parce que selon lui, sa cape rouge évoque un cœur. Il y a aussi des touches violettes, ici, qui renvoient à la sagesse, et un ovale indigo. Alors là, je vous le rapproche. Allez, est-ce qu'il veut faire le point? Non, voilà. Ici, voilà, on a un ovale indigo sur le front qui est associé au 3e œil ou à la clairvoyance, ici pour les taches violettes dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, donc le sphinx va devenir celui qui peut unir justement les différentes dimensions de l'être, la matière, l'intellect et la vie émotionnelle. Et c'est ici qu'apparaît une idée qui est assez intéressante aussi chez Jodorowsky. Le cœur peut être ce qui nous bloque, c'est vrai, mais il peut aussi être ce qui nous permet de nous unifier. Et donc, il va devenir le lieu où les différentes parties de l'être se réconcilient. Donc là encore, on a vu 3 auteurs, et bien 3 lectures pour le même sommet. Donc je récapitule, chez Bendov, le sommet est dangereux parce que le pouvoir est instable. Chez Hadar, c'est un seuil initiatique que l'on ne peut pas franchir sans maîtriser ses instincts avant, au préalable. Et chez Jodorowsky, c'est le lieu d'une possible unification intérieure. Mais alors, qu'est-ce que signifie vraiment monter? Et c'est là que les 3 auteurs commencent à se rejoindre. Donc monter n'est pas forcément évoluer, descendre n'est pas forcément échouer, et tout dépend de ce qui se passe intérieurement. Chez Chris Hadar, celui qui se laisse dominer par ses instincts peut involuer, même s'il semble réussir extérieurement. Chez Bendov, celui qui atteint le sommet peut être précisément celui qui est le plus exposé à la chute. Et chez Jodorowsky, le mouvement extérieur de la roue n'est pas le véritable enjeu. Ce qui compte, c'est ce qui se passe au centre. Alors allons voir ce centre de la roue, puisque tout tourne autour de lui et lui ne tourne pas. Alors pour Jodorowsky, ce centre est le seul élément qui puisse aspirer à l'éternité. Il représente le mystère divin, le point fixe autour duquel les transformations peuvent se produire. Bendov, lui, arrive à une conclusion étonnamment proche de Jodorowsky lorsqu'il va rapprocher la roue de fortune de la roue du samsara dans le bouddhisme. Donc dans le samsara, les êtres montent et descendent constamment dans les différents états d'existence, mais le but n'est pas de réussir à atteindre la meilleure position sur cette roue, ça va être de sortir de la roue pour atteindre un état où les désirs, les passions, les douleurs n'existent plus.
dans un centre qui ne participe pas au mouvement. Et ce centre devient alors l'image d'un état intérieur qui ne dépend plus des fluctuations de la vie. Vous voyez comment la roue de fortune cesse d'être simplement une carte de changement? Elle pose une question beaucoup plus intéressante. Comment rester soi-même lorsque tout autour de soi change? Bendov élargit considérablement cette notion de cycle et rapproche également la roue du yin et du yang. C'est-à-dire qu'on a une force qui atteint son apogée, puis son contraire commence à émerger. Et celui-ci se développe à son tour jusqu'à atteindre son propre sommet avant de nouveau laisser place au premier. Alors ce principe se retrouve partout, le jour, la nuit, l'été, l'hiver, la veille et le sommeil, la montée, la descente, l'expansion, le retrait, mais aussi dans nos propres vies, où des habitudes se répètent, des schémas psychologiques peuvent se transmettre d'une génération à l'autre, une relation peut recommencer sous une autre forme, on peut revenir dans un lieu ou retrouver une personne importante du passé. Et parfois, le cycle devient un cercle vicieux. On a l'impression de tourner en rond sans réellement progresser. Hadar, lui, inscrit ce cycle dans une perspective beaucoup plus spirituelle qui est celle de l'incarnation et de la réincarnation. Si la conscience ne parvient pas à maîtriser les instincts, l'âme retourne dans la matière et recommence son apprentissage. Jodorowsky, lui, parle davantage d'un moment de transition. Le cycle arrive à son terme, mais le nouveau n'a pas encore commencé. C'est précisément la position de la roue entre deux cycles. Alors, qui contrôle quoi? Nous voudrions bien savoir si la roue va monter ou descendre pour nous. Nous voudrions bien savoir si elle va nous apporter de la chance ou de la malchance. Mais aucun des auteurs que j'ai cités ne nous invite vraiment à nous contenter de cette question. Bendov nous rappelle que des forces extérieures peuvent bouleverser nos plans et que nous ne sommes pas toujours maîtres des événements, même très peu souvent. Hadar nous répond que nous ne sommes pas pour autant condamnés à être victimes, nous conservons une responsabilité dans la manière dont nous réagissons et dont nous évoluons. Et Jodorowsky nous propose une troisième voie qui est de chercher le centre immobile au milieu du mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois positions peuvent finalement se compléter sans être pour autant confondues. Nous ne contrôlons pas nécessairement ce qui arrive, ça on le sait, mais nous pouvons travailler sur notre manière d'y répondre. Et ça, c'est devenu un concept très utilisé en développement personnel. C'est notre zone de pouvoir, comment je réagis aux événements qui m'arrivent. Et puis nous pouvons peut-être aussi apprendre à ne plus chercher notre sécurité exclusivement sur la périphérie de la roue, là où tout est condamné à bouger. Alors, pour conclure cette première partie sur la roue de fortune, version Marseille, rappelons donc que la roue est le 10e arcane, qu'elle clôt donc un cycle et juste après elle vient la force. Ces trois animaux ici semblent avoir une double fonction. Leurs pattes entremêlées dans les rayons ici peuvent finalement empêcher la roue de tourner, mais elles peuvent aussi la soutenir. Rappelez-vous que c'est un dispositif qui est quand même un peu branlant. Donc autrement dit, ce qui nous bloque peut aussi être ce qui nous permet de tenir. Jodorowsky voit dans la force qui actionnera la manivelle une énergie créatrice, une énergie sexuelle, celle qui permettra au nouveau cycle de commencer. La roue est donc comme un point de suspension. Quelque chose est terminé, quelque chose d'autre est possible, mais nous ne savons pas encore exactement comment la roue va repartir. Elle nous oblige à accepter une chose que nous n'aimons pas beaucoup. Nous ne savons pas toujours qui tient la manivelle, donc nous ne sommes pas au contrôle de la roue. Nous pouvons connaître le cycle précédent. Nous pouvons observer que nous sommes en train de monter ou de descendre. Nous pouvons même chercher le point fixe au centre, mais le prochain mouvement de la roue appartient encore à l'avenir.
Donc la roue de fortune du tarot de Marseille nous a montré une roue prise dans un mouvement qui nous dépasse avec 3 créatures soumises à 6 cycles et un sphinx qui semble garder le sommet. Passons à la représentation qu'en a fait Pamela Colman-Smith dans le Rider-Waite-Smith et nous allons vite voir qu'elle a pris quelques libertés avec l'ancêtre marseillais. La première chose que l'on remarque, c'est que la composition est très différente de celle du tarot de Marseille. Certes, la roue est toujours au centre de la carte, mais elle n'est plus installée sur une structure qui semble flotter sur l'eau. Ici, nous sommes dans le ciel. Des nuages entourent la roue et les différents personnages aussi, et l'ensemble donne une impression beaucoup plus aérienne. La roue elle-même est beaucoup plus complexe que celle du tarot de Marseille. Elle est de couleur orangée et comporte de nombreux éléments inscrits ou représentés sur sa surface. Tout autour de la roue apparaissent notamment les lettres qui permettent de lire Rota, ici, et tarot, hop, ainsi que d'autres combinaisons de lettres qu'on verra plus tard. On trouve également plusieurs symboles au centre et sur la roue. Voilà, notamment des signes associés aux 4 éléments et à l'alchimie. Au sommet de la roue, on retrouve une figure qui nous est déjà familière, le sphinx. Mais contrairement à celui du tarot de Marseille, il n'a pas cette sorte de cape qui évoquait des ailes. Il est assis au sommet, couronné, avec sa coiffure de sphinx, et il tient toujours une épée. Sur le côté gauche de la roue apparaît un serpent qui descend le long de celle-ci, et sur le côté droit, une créature orange à tête de chacal accompagne le mouvement de la roue. Il a l'air même de porter la roue. Il s'agit d'Anubis, reconnaissable à sa tête animale et à son corps humanoïde. La roue est également entourée de 4 figures, ici, qui occupent les 4 coins de la carte. On retrouve un être humain ailé. Bon, il y en a certains disent que c'est un ange et d'autres juste un humain. Un aigle ici, le bœuf et le lion. Alors un bœuf ou un taureau, hein, ça aussi ça dépend des gens. Chacun est assis sur un nuage et semble tenir un livre ouvert devant lui. Donc la composition est beaucoup plus riche que celle du tarot de Marseille. Là où le Marseille nous présentait essentiellement une roue, 3 créatures et une manivelle, le Rider-Waite-Smith multiplie les éléments. Les 4 figures ailées, le sphinx, le serpent, Anubis, les lettres, les symboles, les différents signes inscrits sur la roue. C'est un petit peu chargé. Donc c'est vrai qu'on passe d'une carte plutôt épurée au tarot de Marseille à une véritable construction symbolique, presque comme un petit cosmos organisé autour de cette roue centrale. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom de la carte, on va très vite constater que cette roue ne parle pas simplement de chance, encore moins de fortune dans le sens de richesse. Ce qui était pareil d'ailleurs pour le tarot de Marseille. Elle parle de mouvement, elle parle de cycle, de changement, de destin, mais aussi de notre manière de nous positionner face à ce que nous ne contrôlons pas. Pour Arthur Waite, la roue, je le cite, représente le mouvement perpétuel d'un univers fluide et le flux de la vie humaine. Autrement dit, quelque chose est en mouvement, mais nous ne sommes pas nécessairement à l'origine de ce mouvement. Bene Belwen développe cette idée lorsqu'elle décrit la possibilité d'une force majeure, un événement extérieur, imprévisible ou impossible à éviter, qui vient modifier le cours des choses. Cela peut être une véritable opportunité, un changement de situation, une rencontre, mais aussi un événement qui nous dépasse complètement. Rachel Pollack pose derrière tout cela une question beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qui fait réellement arriver les choses ? C'est vrai que nous avons tendance à appeler hasard tout ce dont nous ne comprenons pas les causes. Rachel Pollack reprend ici une vieille conception du destin. Ce que nous appelons chance ou malchance pourrait simplement être le nom que nous donnons à des mécanismes dont nous ne percevons pas encore les connexions. Et cette idée de mouvement nous conduit naturellement au deuxième grand thème de la carte, le cycle. La roue tourne, mais elle revient toujours à son point de départ.
C'est évidemment ce qui explique les interprétations traditionnelles de la carte, montée, descente, succès, revers, prospérité, perte et retour des situations. Benebelwen, elle, rapproche la roue de fortune du samsara, le cycle des naissances et des morts dans les traditions bouddhistes et hindoues. L'idée essentielle n'est pas simplement que tout finit par revenir, c'est que nous pouvons rester prisonniers d'un cycle parce que nos désirs, nos habitudes et nos attachements reproduisent sans cesse les mêmes mécanismes. Nous obtenons ce que nous désirons, puis hop, un nouveau désir apparaît. Nous cherchons à satisfaire ce désir, nous y parvenons et puis le processus recommence. Rachel Pollack fait un rapprochement similaire avec le karma. Dans cette perspective, nos actions participent elles-mêmes à la construction de notre destin. Mais la véritable libération ne consiste pas à obtenir une meilleure place sur la roue, elle consiste à sortir de la roue, et ça, on l'a vu aussi avec l'analyse du tarot de Marseille. Parce que si la roue représente simplement la succession des hauts et des bas, notre objectif pourrait simplement être je veux être en haut. Mais dans les traditions auxquelles Pollack et Wen font référence, la véritable question devient comment ne plus être entièrement dépendant des mouvements de la roue. La réponse est peut-être inscrite dans l'image. À gauche, le serpent descend. À droite, le personnage à tête de chacal monte. Benebelwen et Rachel Pollack permettent ici de comprendre ces deux figures comme deux phases d'un même processus. On va voir pourquoi. Le serpent est associé à Seth ou Typhon dans la tradition grecque, figure égyptienne de la destruction et de la mort, et il descend avec la roue. Et à l'inverse, la figure qui monte est Anubis, donc le dieu à tête de chacal, qui est associé aux morts et à leur passage vers l'au-delà. Mais il ne représente pas que la mort. Dans la lecture de Pollack, il devient aussi une figure du renouvellement. La mort et la renaissance ne sont pas donc deux événements séparés, elles font partie du même mouvement. Et pour renaître, quelque chose doit d'abord mourir. Cette idée rejoint directement le symbole alchimique présent au centre de la roue, qui est celui-ci. On trouve donc, c'est le symbole de l'eau. Et Rachel Pollack nous explique que l'eau renvoie à la dissolution. Et ce qui doit être dissous, c'est quoi? C'est notamment l'ego, c'est-à-dire cette partie de nous qui cherche à conserver une identité stable, contrôlée et permanente. Ce qui est assez inconfortable, donc cette dissolution, parce que notre ego donc, adore les choses stables, il aime savoir où il est, qui il est, ce qu'il contrôle et ce qui va se passer demain. Et puis, il y a le sphinx au sommet de la roue qui, lui, n'est pas entraîné dans sa rotation. Dans l'iconographie traditionnelle de la roue de fortune, le personnage au sommet est généralement celui qui règne, mais il est aussi celui qui finira par descendre. Le Moyen-Âge utilisait cette image comme une leçon contre l'orgueil. Peu importe la puissance, la richesse ou le statut social que l'on possède, tout peut être renversé, et on l'a vu notamment dans la partie sur le tarot de Marseille. Rachel Pollack rappelle à ce propos la tradition médiévale du roi Arthur. Dans certaines versions de la légende, Arthur reçoit en rêve la vision d'un roi puissant assis au sommet d'une roue, et Fortuna fait alors tourner la roue et le roi est précipité vers le bas. Le message est clair, le pouvoir humain n'est jamais définitif. Dans le Rider-Waite-Smith, d'après Arthur Waite, le sphinx représente précisément l'équilibre au sein du mouvement. Le but est donc de trouver une position intérieure qui ne soit pas entièrement déterminée par les oscillations de la roue. Rachel Pollack, elle, parle du centre immobile. Au milieu du mouvement perpétuel de l'existence, il existe un point qui ne participe pas aux fluctuations de la périphérie. C'est ce qui rapproche la roue de la notion bouddhiste de libération des désirs matériels, avec comme objectif ultime de ne plus être prisonnier de son mouvement, but qui peut être atteint par des pratiques de méditation par exemple. Le sphinx représente également le mystère. Il porte une épée qui est une arme de discernement, mais surtout, elle rappelle que quelque chose doit être compris et doit être tranché. Rachel Pollack explique cette dimension énigmatique en disant qu'il existe derrière les événements visibles
une réalité plus profonde que nous ne comprenons pas encore. Donc le Sphinx semble savoir qu'il existe un ordre derrière ce qui nous apparaît à nous comme du hasard, sans pour autant nous donner la clé de cet ordre. Donc cette idée d'un ordre caché explique pourquoi le Rider-Waite-Smith est plus chargé symboliquement que le tarot de Marseille. Rappelons qu'Arthur Waite faisait partie de la société secrète de la Golden Dawn, donc société occulte. Donc Arthur Waite explique qu'il a construit cette image à partir notamment des travaux d'Eliphas Lévy, donc occultiste français, et de la vision du prophète Ézéchiel. Les 4 créatures qui entourent la carte viennent de cette tradition biblique. D'ailleurs, on retrouve un homme ou un ange, un lion, ici un aigle et un taureau. Alors ces 4 figures ont une histoire très ancienne. Elles ont notamment été associées aux 4 signes fixes du zodiaque, le taureau, le lion, le scorpion qui est représenté par l'aigle et le verseau représenté par l'homme. Dans la tradition chrétienne, elles seront ensuite associées aux 4 évangélistes. Et elles peuvent également représenter les 4 éléments. Elles forment donc une sorte de cadre stable autour d'une roue qui, elle, est en mouvement. Et puis, il y a les lettres hébraïques ici, donc inscrites sur le cercle extérieur. Donc, il s'agit du tétragramme Yod-He Vav-He, les 4 lettres du nom divin dans la tradition hébraïque. Et pour Rachel Pollack, ces 4 lettres représentent notamment les 4 éléments et les mystères de la création. Elles établissent une relation entre la roue, les 4 créatures, les 4 éléments et l'ordre cosmique. Les lettres latines inscrites sur la roue, les lettres permettent également toute une série de jeux de lecture. Donc tout à l'heure, on a vu rota, donc c'est le mot latin pour roue. On peut également lire tarot dans ce sens, et en inversant le sens de lecture, on obtient aussi Torah, Torah, la loi. Pollack rapporte aussi d'autres lectures ésotériques, notamment Orat, dans ce sens comme ça en partant du O, qui veut dire il parle en latin, et Hathor, du nom de la déesse égyptienne de l'amour, Hathor, avec un H par contre, au début. Donc on est ici dans une tradition occultiste qui utilise les lettres comme des pièces de puzzle pour établir des correspondances entre le tarot, la loi, la roue et le divin. Donc il faut quand même garder à l'esprit que ces rapprochements relèvent de la tradition ésotérique et non d'une étymologie historique du mot tarot. Pour Bene Bellouen, la roue fonctionne presque comme un mandala du tarot. Elle contient plusieurs systèmes symboliques qui se superposent. Le nom divin, on l'a vu, les 4 créatures, les symboles alchimiques, les cycles et les différentes dimensions de l'être. L'alchimie devient une métaphore de transformation. La matière change, la situation change, la conscience change, tout est en mouvement. Et on en revient à cette question, comment moi je vais évoluer avec ce mouvement? Bon, et la chance dans tout ça? Pour Mary Greer, la roue représente effectivement le changement, le mouvement, l'expansion et les opportunités. La carte peut signaler une période où les choses s'accélèrent, nouvelles possibilités, rencontres, déplacements, changements professionnels, élargissement des horizons. Mais attention, quand une opportunité apparaît, encore faut-il être capable de la reconnaître et de la saisir. Elle dit que la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc, la roue nous ouvre une porte et à nous de voir si nous sommes capables de la franchir. Et quand la roue est renversée, on n'en a pas trop encore parlé, voilà, je vous la mets à l'envers. Donc, une roue à l'envers ne signifie pas automatiquement catastrophe. Chez Bene Bellouen, elle indique plutôt qu'on va avancer à contre-courant. Donc il y a toujours un mouvement, mais nous ne sommes plus alignés avec lui. Cela ne signifie pas pour autant que nous allons échouer. Nager à contre-courant, c'est simplement plus difficile. Et elle utilise pour l'illustrer la légende de la carpe koi qui remonte une cascade et finit après avoir persévéré par être récompensée en étant transformée en dragon céleste. Vous voyez, ça peut valoir le coup d'aller à contre-courant. Donc ça peut être effectivement une erreur et à d'autres moments, c'est plutôt ce qu'il faut faire.
Pour Mary Greer, la roue renversée peut aussi représenter un mouvement bloqué ou désordonné. Donc on va avoir des choses qui peuvent avancer par à-coups, espoir, déception, redémarrage, nouveau blocage, ou au contraire, tout peut aller tellement vite que l'on n'arrive plus à suivre. Le problème n'est donc pas nécessairement le changement, mais parfois juste le rythme du changement. Et surtout, le timing. Une opportunité peut être réelle, mais arriver trop tôt, ou nous pouvons essayer de forcer quelque chose alors que le moment n'est pas encore venu. Allez, je la remets dans l'autre sens. Voilà. Donc pour synthétiser, nous avons Wait, qui nous montre un univers en mouvement, mais traversé par une providence. When, qui nous parle des forces extérieures, du karma, du dharma, de notre alignement avec le mouvement. Polak, qui nous conduit vers une réflexion sur le destin, le karma, là aussi, la mort, la renaissance et la possibilité de sortir de la roue. Et Mary Greer, qui ramène tout cela à quelque chose de très concret, les cycles, les opportunités, le timing et notre capacité à nous adapter. On comprend ainsi que nous ne contrôlons pas entièrement le mouvement de la roue et la sagesse consiste à comprendre ce qui se passe, à reconnaître les cycles, à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, à accepter certaines transformations et surtout à ne pas confondre changement et catastrophe. Parce que lorsque nous sommes sur la périphérie de la roue, nous sommes emportés par ces mouvements, mais plus nous nous rapprochons du centre, plus nous pouvons observer le mouvement sans être entièrement défini par lui. Alors, après avoir regardé ces deux versions de la roue de fortune, qu'est-ce qu'on peut finalement en retenir? D'abord, on retrouve une idée centrale dans les deux systèmes. La roue nous parle d'une réalité qui nous échappe en partie. La carte des deux tarots nous montre une roue qui tourne avec des personnages qui montent, qui descendent, qui changent de position. Et nous sommes quelque part dans ce mouvement. Dans le tarot de Marseille, cette idée est extrêmement visible. Les trois créatures sont littéralement accrochées à la roue. Elles montent ou descendent sans que l'on sache qui actionne la manivelle. Dans le Rider-Waite-Smith, c'est pire, puisque la roue tourne dans le ciel et qu'il n'y a même pas de manivelle. Dans les deux cas, donc, il y a cette idée d'une force qui dépasse notre volonté individuelle. Mais cela ne veut pas forcément dire que nous sommes condamnés à subir notre destin. Rappelez-vous que la roue tourne, mais son centre reste immobile, ce qui pourrait être une très belle métaphore de ce que pourrait être la véritable maîtrise de soi. On ne va pas chercher à arrêter la roue, ni empêcher les événements de changer, mais on va trouver un point en soi qui permettra de ne pas être entièrement ballotté par les événements. C'est finalement une façon de nous tenir sur cette roue. Allez, c'est le moment d'aller voir d'autres représentations de la roue de fortune dans mes tarots préférés issus de ma collection. Dans le tarot de la forêt enchantée, on peut voir un métier à tisser installé entre deux noisetiers au bord d'une étendue d'eau. Sur le métier, on voit une tunique en cours de fabrication. Elle est ornée d'une roue qui représente les cycles du destin et de la nature, tandis que ses manches sont décorées de plumes d'animaux considérés comme sacrés dans cet univers. Alors, peut-être vous ne les reconnaîtrez pas, mais je vous le dis, puisque c'est le livret qui nous indique les plumes de quel oiseau elles sont. Donc, il y a du faucon, des plumes de faucon, de roitelet, de cygne et de martin pêcheur. Nous sommes à l'équinoxe d'automne, associé à l'élément eau et au coucher du soleil. Le soleil et la lune sont d'ailleurs présents simultanément dans le ciel. Le soleil couchant marque ici le passage vers une période où les jours raccourcissent et où l'hiver approche. Trois hérons ici se tiennent au bord de l'eau. Ils évoquent les parques, ces figures mythologiques associées au destin qui attendent que le tissage soit terminé et que celui ou celle à qui cette robe est destinée arrive. Et il manque quand même quelqu'un, il manque le tisserand. Le métier attend une main invisible qui viendra terminer le motif. Alors dans ce tarot, la roue représente toujours les cycles qui gouvernent la nature et l'existence, la naissance, la mort, la renaissance, l'évolution.
Le changement n'est donc pas présenté comme une perturbation du cycle, mais il en est la condition. Sans changement, tout finit par stagner. En revanche, cette carte introduit l'idée que nous ne sommes pas simplement emportés par le destin, nous participons à son tissage. La robe que nous portons représente notre destin avec son ensemble de possibilités et de potentiels. L'univers fournit la trame, mais nous pouvons intervenir dans cette trame en faisant des choix et en agissant au bon moment. Le destin n'est donc pas quelque chose de définitivement écrit. Même le fait de poser une question, de prendre une décision ou de modifier notre comportement introduit de nouvelles possibilités dans cette matrice en perpétuelle évolution. Mais cette liberté implique aussi une responsabilité. Puisque nous participons au tissage, nos actions ont des conséquences. Lorsque nous nous éloignons de l'équilibre naturel, la roue finit par provoquer un changement qui permet de rétablir cet équilibre. Le message de cette carte est donc « Le changement est déjà là », on dirait un slogan politique, alors comment allons-nous y répondre ? Nous ne sommes ni totalement maîtres du destin, ni totalement ses prisonniers. Nous en faisons partie et nous participons à sa construction. La carte nous invite donc à accepter les changements qui nous paraissent défavorables ou défavorables tout en restant conscients de notre capacité d'action. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près si vous voulez voir les détails. Ici les noisetiers, les hérons, donc la tunique. Très très jolie carte. Et on va passer à la suivante. Donc c'est le tarot des mondes oniriques. Et là, la roue de fortune devient une véritable rosace. Moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. Un mandala aussi qui semble émerger comme d'un bouquet de fleurs. Elle est très 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 belle. Autour d'elle, de petites créatures volettent dans l'espace. L'une d'elles semble même porter un crâne. Il faut que je rapproche, mais je crois qu'elle est, voilà, par ici. Voilà, vous voyez, elle porte un crâne. Il faut vraiment aller avec une loupe sur ces cartes du tarot du monde onirique parce qu'il y a plein de petits détails à chaque fois. Donc cette petite créature qui semble porter un crâne, eh bien, cela introduit discrètement la présence de la mort dans cette image qui est pourtant très lumineuse. Alors le livret développe une conception de la roue qui s'éloigne encore de l'idée d'une simple succession de hauts et de bas. Et il part de l'image du conte qui commence traditionnellement par « il était une fois » et se termine par « fin ». Mais, nous dit le livret, les véritables contes n'ont justement ni commencement ni fin. C'est nous qui cherchons à enfermer les choses dans des limites parce que notre propre existence est limitée par la naissance et la mort. Pourtant, les histoires, comme les cycles naturels, échappent à ces frontières. On va retrouver ici l'image des parcs qui tissent sans interruption les fils de la vie. Elles coupent certains fils, elles en tissent d'autres et font apparaître progressivement la tapisserie de l'existence. Et cette tapisserie est celle des grands cycles. Le jour succède à la nuit, le printemps au sommeil de l'hiver, la croissance au déclin, puis le cycle recommence. Les constructions humaines elles-mêmes suivent cette loi. Les édifices disparaissent, d'autres sont bâtis sur leurs ruines. Et nos propres fortunes connaissent exactement le même mouvement, parfois sur quelques jours, parfois sur des années. La roue représente donc avant tout le mouvement perpétuel du changement. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans cette carte, c'est cette idée d'interconnexion. Le vitrail qui entoure la roue, ici, forme un entrelac continu comme un fil d'or sans commencement ni fin. Regardez comme c'est joli. Tout est relié dans une même trame. Et lorsque la roue monte ou descend, elle reproduit les mouvements de notre existence. Les périodes d'expansion succèdent aux périodes de contraction. Les situations se transforment puis recommencent sous une autre forme. Le message pratique est finalement assez simple.
lorsque nous sommes pris dans un moment difficile, nous avons tendance à ne plus voir que ce qui nous arrive immédiatement. Mais si nous prenons du recul, nous retrouverons une vision plus large et comprendrons que nous sommes à l'intérieur d'un cycle et non face à une situation définitive. C'est donc une représentation assez douce de la roue de fortune avec cette image de la grande tapisserie dans laquelle chaque événement, chaque vie et chaque disparition participent à un mouvement beaucoup plus vaste que nous. Alors pareil, je vous la laisse admirer quelques secondes d'un petit peu plus près. Voilà pour la roue de fortune du tarot des mondes oniriques. Et on passe au Darkwood Tarot. Et là, alors c'est complètement une atmosphère complètement différente. On voit une vieille roue de charrette installée sur un socle qui paraît assez précaire. Donc ça ressemble pour ça au tarot de Marseille. Mais l'image reprend plusieurs éléments du Rider-Waite-Smith. On a le serpent ici qui descend à gauche et la créature ailée orange qui monte à droite. Alors elle ressemble moins à Anubis que dans l'original, que je vous remets. Hein. Voilà, mais on a le rappel de la couleur, c'est quasiment la même. Et puis on a bien sûr les 4 créatures aux angles avec leur livre ouvert. Mais regardez, il n'y a plus de sphinx en haut de la roue. Et alors à sa place, je ne sais pas si c'est vraiment à la même place, mais en tout cas ici on a un autre élément qui n'est pas sur les autres tarots, c'est cette main crochue qui semble actionner la roue et la faire tourner. Donc c'est un changement assez important puisqu'ici le mouvement de la roue n'est plus complètement inexplicable. On a une force qui semble effectivement être en train de la mettre en mouvement. Alors le livret de ce tarot présente la roue comme l'archétype de la fortune, de la fatalité et du destin. Elle représente le mouvement perpétuel de l'univers et les fluctuations de l'existence, le jour et la nuit, le matin, le midi, le soir, les cycles de la Terre autour d'elle-même et autour du Soleil, mais aussi les périodes d'expansion et de retrait qui structurent notre vie. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que tous les autres tarots, toutes les autres représentations de la roue de fortune. La carte rappelle un point qui rejoint certaines justement des interprétations que nous avons déjà rencontrées, qui est le véritable enjeu n'est pas d'arrêter la roue, mais de trouver son centre. Donc si nous parvenons à conserver un point de calme intérieur alors que les circonstances accélèrent ou ralentissent, alors ces fluctuations extérieures perdent une partie de leur pouvoir sur nous. Que la roue nous emmène vers une période d'euphorie ou d'anxiété, l'objectif est de maintenir cette forme d'équilibre intérieur. La carte reprend également la logique du Rider-Waite-Smith avec le mouvement opposé des 2 créatures, le serpent qui descend pendant que la créature orange s'élève. Et puis les 4 figures des angles représentent les 4 éléments, terre, eau, air, feu. Et leurs livres contiennent les secrets liés aux élémentaires et annoncent déjà la structure de la carte du monde. Le livret situe d'ailleurs explicitement la roue à mi-chemin entre le fou et le monde. Elle marque donc un moment charnière dans le parcours du tarot. Nous avons déjà parcouru une partie du chemin, mais nous sommes encore loin de l'accomplissement final. Donc la signification proposée par ce tarot reste finalement assez classique, les hauts et les bas de l'existence, le mouvement, l'expansion, les cycles, les remous de la vie. La roue peut tourner en notre faveur, mais elle nous demande surtout de savoir accueillir aussi bien les défis que les réussites et de rester ouvert à ce qui échappe à notre contrôle. Et dans son aspect ombre, le Darkwood Tarot pointe notre difficulté à être présent à ce qui existe maintenant parce que nous sommes constamment en train d'attendre autre chose. Le projet qui devrait enfin réussir, la vie qui sera parfaite, quand ? 3 points de suspension. Allez, on passe à une représentation plus ancienne de la roue de fortune et une carte qui est plus petite d'ailleurs. C'est le tarot Minchiate, restauré par Isabelle Nadolny et Emmanuel Iger.
Et là, on remonte encore un petit peu plus loin dans l'histoire de la représentation de la roue de fortune. Ici, la carte porte le numéro 8 et non pas 10. Et la composition est beaucoup plus proche des représentations médiévales de la roue de fortune que de celles que nous connaissons aujourd'hui. Alors, on a une roue qui flotte au centre de la carte et puis 4 personnages qui l'accompagnent. À gauche, un homme est en train de monter, donc c'est inversé par rapport au tarot de Marseille. Celui qui monte est à gauche. À droite, un autre descend. Un troisième est étendu au sol, comme s'il venait d'être précipité de la roue. Et tout en haut, trônant, au sommet, on trouve un personnage à tête d'âne, avec un sceptre et une espèce de petit oiseau, moi, qui me fait penser à l'aiglon de l'empereur. Le livret permet justement de comprendre cette iconographie. Le mot fortuna, on l'a vu, vient du latin force, qui signifie le sort, et la roue était déjà dans l'Antiquité une image du caractère instable de l'existence humaine. Comme une roue de charrette, elle est constamment en mouvement, elle avance, elle change de position, et rien ne garantit où elle conduira celui qui s'y trouve, d'autant plus qu'elle est livrée à elle-même ici, cette roue. Elle ne fait pas partie d'un dispositif complet. C'est donc une notion légèrement différente du fatum, le destin inexorable. La fortune correspond davantage à ce qui peut arriver ou ne pas arriver sans raison apparente. Les circonstances, les retournements inattendus, ce que nous appelons aujourd'hui la chance ou la malchance. Et au Moyen-Âge, on ajoute les personnages à la roue. La forme devenue classique montre les 4 étapes dont j'ai déjà pas mal parlé. Je régnerai, je règne, j'ai régné, je suis sans règne. Cette représentation avait une fonction presque pédagogique dans la pensée chrétienne. Elle permettait d'intégrer l'idée que dans une existence humaine, les situations peuvent brutalement changer malgré la toute-puissance de la Providence. À partir du XIVe siècle, les personnages sont souvent remplacés par des animaux, notamment on l'a vu des ânes ou des singes, pour représenter la folie ou la bêtise humaine, comme ici. Le personnage croit avoir atteint le sommet de la fortune. Il se comporte comme s'il était arrivé définitivement au pouvoir alors qu'il est assis sur une roue. Il ne comprend donc pas la leçon fondamentale de l'image. Si la roue continue de tourner, celui qui est en haut finira nécessairement par redescendre. Le personnage qui monte représente l'espoir et l'optimisme de celui à qui la fortune sourit, mais il ne voit pas forcément ce qui l'attend au sommet. Et celui qui descend découvre l'autre versant de la roue, la perte, le revers de fortune, le moment où les circonstances cessent de nous être favorables. Et puis le dernier, celui qui se retrouve au sol, regarde les autres un peu avec envie. Il incarne cette impression d'injustice que peuvent provoquer les retournements de fortune. Pourquoi lui monte-t-il alors que moi je suis tombé et que je n'ai rien fait de spécial pour ça ? Mais le point commun entre ces personnages est justement qu'aucun ne contrôle réellement la roue. Qu'ils montent, qu'ils descendent ou qu'ils soient déjà tombés, ils sont tous soumis au mouvement des circonstances. La sagesse sera donc d'apprendre à traverser les différentes positions de la roue avec suffisamment d'humilité et de souplesse. Et le livret termine avec la prière de la sérénité qui a été popularisée notamment par les alcooliques anonymes. Accepter ce que l'on ne peut pas changer, avoir le courage de changer ce que l'on peut changer et surtout avoir la sagesse de distinguer entre les deux. Voilà pour ce tarot d'un petit peu plus près. Voilà. Les couleurs particulières de ce tarot Minkyat. On passe au très très beau tarot, Lumina Tarot de Lorraine Aletta. Et on s'éloigne alors complètement là, de la représentation traditionnelle de la roue de fortune. Ici, eh bien, la roue est suggérée par une figure féminine placée au centre de la carte, qui est debout sur un soleil, je dirais. Elle a les yeux bandés et possède plusieurs bras, ou alors ça montre le mouvement des bras. Donc on a quand même 2 d'entre eux qui soutiennent la Terre au-dessus d'elle, tandis que les autres encadrent les différentes phases de la Lune. Cette figure peut évoquer Fortuna, puisqu'elle était bandée, elle avait les yeux bandés.
ce qui rappelle l'image d'une fortune aveugle distribuant ses faveurs sans savoir qui elle favorise. Mais cette femme ici semble surtout incarner les grands cycles cosmiques. La roue est transposée dans les mouvements du Soleil, de la Lune et de la Terre, et les cycles célestes deviennent eux-mêmes la roue. Le bandeau est d'ailleurs légèrement ambigu puisqu'on a l'impression que l'un des bras semble toucher ou retenir le bandeau ou essayer de l'enlever. Et donc on peut y voir une opposition entre ce qui nous échappe et la possibilité d'en prendre conscience. En haut de la carte apparaît également le glyphe astrologique de Jupiter, ici. Et dans le contexte de cette carte, il accompagne assez logiquement les notions d'expansion, de croissance, d'opportunité et d'élargissement que développe le livret. Le texte de ce livret insiste avant tout sur les cycles de la vie, naissance, mort et renaissance. La nuit succède au jour, le printemps à l'hiver, la destruction laisse place à une nouvelle forme de vie et nous sommes nous-mêmes soumis à ces mêmes mouvements. Le premier conseil est donc de ne pas lutter contre le changement, il est inévitable et fait partie du fonctionnement même de la vie. Mais le Lumina Tarot ne propose pas pour autant une vision passive du destin et c'est même ce qui distingue son interprétation, puisque le livret nous dit au contraire de devenir créateur. Nous pouvons poser des intentions, agir et orienter notre trajectoire en restant guidé par ce qui nous correspond profondément. On retrouve donc ici une articulation entre deux attitudes, accepter ce que nous ne contrôlons pas et agir sur ce qui dépend de nous. La carte peut apparaître à un moment charnière lorsque de nouvelles possibilités apparaissent en même temps que les doutes et les craintes qu'elles peuvent susciter et donc elle va nous inviter à prendre de la hauteur, à rester connecté à sa propre vérité et à ne pas se laisser définir par la position momentanée que l'on occupe sur la roue. Dans sa lecture renversée, le Lumina évoque un désalignement plutôt que de la malchance, quelque chose dans notre manière de penser, dans notre énergie, dans notre positionnement n'est plus en accord avec le mouvement qui cherche à se produire. Donc ça peut donner cette impression de brouillard ou de déconnexion. On ne comprend plus vraiment pourquoi notre vie prend cette direction. La carte renversée suggère alors qu'une conclusion approche et qu'il faut peut-être cesser de s'accrocher à une situation ou à une énergie qui n'est plus juste pour nous. Voilà pour le Lumina Tarot. Je vous laisse le regarder. Voilà, très très beau tarot, très original. Voilà pour le dernier. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. Alors, l'apothéose finale pour moi, le Pastoral Tarot. Plus je le montre, plus je l'aime. Ici, avec cette magnifique roue de fortune qui est un moulin à eau installé au bord d'une rivière, évidemment, au milieu d'une forêt, avec toujours cette impression de calme, c'est paisible. J'adore vraiment ce tarot. Donc on a l'eau qui fait tourner la roue, l'eau qui continue de couler, la végétation qui pousse autour et tout semble fonctionner selon un mouvement naturel. Il n'y a d'ailleurs aucun personnage humain sur la carte et le livret explique pourquoi. Chacun a son propre chemin, mais cette carte se situe à un niveau plus vaste, celui des cycles universels et des forces qui influencent toutes les formes de vie. Alors vous voyez, ce moulin, il semble avoir connu une période d'activité plus importante par le passé, puisque la roue est maintenant recouverte de mousse. Enfin, surtout ici, on voit qu'il n'a pas été utilisé depuis longtemps, mais cette roue n'est pas complètement arrêtée pour autant. L'eau continue de passer et le mouvement continue. C'est une autre manière de parler des cycles. Certaines choses ralentissent, certaines disparaissent, mais la vie, elle, poursuit son mouvement. Le paysage est en automne, ce qui renvoie encore une fois à l'idée de cycle et de transformation. Les saisons changent, comme la météo change, et nous n'avons pas de prise sur ces phénomènes. Il y a les choses que nous pouvons modifier et celles que nous devons accepter, comme la canicule qu'il a fait tout cet été. On a beau râler, c'est comme ça et on n'a rien pu faire contre. En tout cas, si c'est évidemment
Je vais faire une petite aparté, mais bien évidemment, si les causes de ce changement climatique sont en partie humaines, ce que je pense, évidemment que nous pouvons peut-être remédier à ces canicules un petit peu, mais on n'aura pas de toute façon de prise sur le changement complètement. Alors le livret mentionne également un serpent associé aux forces vitales à l'œuvre dans la nature. Mais écoutez, j'ai eu beau chercher en prenant la photo de la carte avec mon téléphone, en zoomant sur toute la carte, dans tous les coins, je n'ai pas trouvé ce fameux serpent. Donc si jamais vous le voyez, si vous avez un coup d'œil, eh bien écoutez, dites-le moi dans les commentaires parce que vraiment, je ne sais pas du tout où il est. Donc la carte fait également apparaître les 5 éléments, la terre, l'eau, l'air, le métal et le feu, ce dernier étant notamment évoqué par les couleurs automnales des feuillages ici des arbres. Et on a ici aussi un aigle qui est en train de piquer, peut-être de plonger pour attraper un poisson. Et lorsqu'on passe à la lecture, on retrouve ce que nous avons déjà rencontré dans plusieurs des représentations précédentes. La roue annonce un changement de circonstances. Notre fortune peut évoluer sous l'effet de facteurs extérieurs, indépendants de notre volonté. Mais accepter ce qui nous arrive ne signifie pas rester passif. Si nous sommes dans une période difficile, un retournement peut survenir et inversement, lorsque tout va bien, la carte nous rappelle que cette situation n'est pas nécessairement permanente. Il faut donc savoir accueillir les opportunités lorsqu'elles apparaissent et tirer parti des circonstances sans croire pour autant que nous pouvons contrôler la roue elle-même. Récapitulons. La roue de fortune parle du mouvement, des cycles, des retournements et de ce qui dans nos vies échappe à notre contrôle. Certaines traditions insistent sur le destin, d'autres sur le karma, d'autres encore sur notre capacité à agir au milieu des circonstances. Mais même si nous ne maîtrisons pas la roue, nous pouvons travailler sur notre manière de la traverser. La question n'est donc pas tellement de savoir si nous sommes en haut ou en bas de la roue, c'est plutôt de savoir ce que nous faisons de la position dans laquelle nous nous trouvons et si nous sommes capables de reconnaître quand il faut accompagner le mouvement, quand il faut agir et quand il faut simplement accepter que quelque chose est en train de changer. Si cette exploration de la roue de fortune vous a intéressé, dites-moi en commentaire quelle représentation de la roue vous parle le plus et pourquoi. Et si vous avez aimé cette manière d'explorer une carte à travers son histoire, ses symboles et différentes traditions du tarot, pensez à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour continuer notre voyage à travers les arcanes majeures.